Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau café de l'INAS. Donc, nous avons l'occasion aujourd'hui de discuter avec Caroline Lethort qui nous vient du Québec. Bonjour Caroline. Bonjour Sandrine. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu fais à Sherbrooke? Oui, donc je suis professeure agrégée à l'Université de Sherbrooke au département en gestion de l'éducation et de la formation, donc spécifiquement dédié au métier d'encadrement, de conseil, de pilotage des systèmes éducatifs et formation, donc souvent secteur public. Voilà, ça après une carrière ici à l'UCL, à OFUCAM, qui était autour des politiques éducatives, de ces personnels d'encadrement. D'accord. Donc, j'ai trouvé ma place là-bas et je développe mes recherches et aussi l'accompagnement, la formation, on va appeler des métiers de direction, des métiers d'encadrement. D'accord. Et toi, Jean? Bonjour Sandrine. Bonjour, donc, moi, j'interviens ici dans le service de l'INAS où je travaille à la formation des directions et aussi on va dire, à développer des projets de recherche en éducation et notamment qui s'intéressent au métier de la direction et à la façon dont elle peut, on va dire, mettre en place cette réforme avec ses équipes. Et donc, moi, j'ai une carrière d'enseignant dans le fondamental. J'étais directeur et puis j'ai fait de l'accompagnement d'équipe pour l'enseignement catholique. Super. Et donc, ce qui nous anime aujourd'hui, c'est de pouvoir travailler ensemble, notamment dans le cadre du REF. Donc, le REF qui est le réseau éducation et formation, qui regroupe tout un ensemble de chercheurs francophones venant de Belgique francophone, de Suisse, de France et du Québec, et qui se réunit tous les 2 ans sur tout un ensemble de thématiques portant sur l'éducation. Et nous travaillons plus spécifiquement ensemble sur le symposium qui porte sur les cadres du système éducatif au sens large et donc notamment sur les directions. Dans ce cadre-là, nous avons déjà eu l'occasion de travailler ensemble à la parution de plusieurs ouvrages et que tu as eu l'occasion, Caroline, de coordonner. Donc, on a coordonné avec Laetitia Progin, Richard Etienne et Guy Pelletier, et moi-même. D'abord, un ouvrage qui montrait que les directions étaient au cœur du changement. Ça s'appelle « Les directions au cœur du changement » chez Debouc. Et puis, va paraître essentiellement sous peu, fin d'année ou début de l'année prochaine, en 25, un ouvrage sur la participation. Faire participer les personnels aux orientations de l'établissement scolaire. Quelle direction prendre? On s'est interrogé là-dessus. Et puis, il y en a un suivant qui sera en préparation, auquel on va travailler au mois de juillet ensemble. On en parlera plus tard. Tout à fait. Donc, dans le cadre du prochain symposium du REF qui se tient au mois de juillet 2024. Et donc, on voit de manière générale que les réformes ont tendance à placer vraiment les directions au cœur des changements qui bouleversent les établissements scolaires. Qu'est-ce que tu peux identifier, Caroline, comme constat particulier en la matière? Il y en a plusieurs. Donc, depuis les années 20, essentiellement, parce qu'il y a eu une accélération, on va dire, dans ces changements, dans ces réformes, mais pas seulement en Belgique francophone, mais on constate en Suisse francophone, au Québec ou en France. Ça qui est intéressant de voir, malgré les particularités de chaque système éducatif. Mais de notre côté, ce qu'on a remarqué, d'abord, c'est ces directions. Voilà, les directions on porte le changement avec leur équipe éducative. Et quand on dit éducative, c'est au sens large. Ce ne sont pas que les enseignants. L'idée qu'ils participent, donc on dépasse la collaboration, on travaille ensemble entre enseignants d'une même discipline ou d'un même cycle ou d'un même niveau. Là, on participe aux orientations du plan stratégique de l'école, du plan de pilotage, contrat d'objectif, on l'appellera ici, on l'appellera concept 360. En Suisse, on l'appelle projet éducatif au Québec. Donc participer, c'est pas évident, c'est prendre part, c'est pas seulement parler, c'est aussi prendre part aux décisions de l'avenir de son école, de son établissement scolaire. Ça, c'est une première, participer. La deuxième, c'est une collaboration qu'on a appelée avec Sandrine Biemard de Namur. On a aussi des collaborations, puisqu'elle participe au même rêve d'ailleurs. Mais sur la collaboration, on a appelé dans l'inter, parce qu'on voit que la collaboration, c'est en interdisciplinaire, en interprofessionnel,
en inter-établissement scolaire, inter-organisation, avec des partenaires externes, que ce soit de la santé, que ce soit la police, que ce soit les services éducatifs pour la jeunesse, etc. Donc, inter-institutionnel. On voit même des personnes qui ont parfois 2 casquettes, qui ont des missions différentes, une mission d'une institution de recherche, une mission d'une institution de formation, qui les mettent parfois en tension. Donc, une sorte d'ébullition comme ça, de tout le monde travaille ensemble, même des directions de différentes écoles, parfois en interréseau. Voilà, c'est ça. Et donc, elles ça sont bouillonne vraiment au cœur d'un changement. Et on voit là-dedans une significatif. sorte d'étoffement de la ligne hiérarchique. Il n'y a plus que la direction puis les enseignants. Il y a des enseignants qui deviennent enseignants pilotes, des conseillers qui prennent en charge des éléments. Donc voilà, il y a tous des bouleversements. Ça crée des malentendus. Et ça peut être à l'origine, j'imagine, de tensions aussi. Ça crée des tensions. On peut les distinguer. D'abord, ça peut créer des malentendus, parce que quand on dit participer ou je veux participer, on peut entendre des choses différentes. Je vais peut-être seulement je vous demande votre avis, mais de l'autre côté, je vais prendre par décision. C'est différent. Donc, il y a beaucoup de malentendus qui se mettent en place. On l'observe, notamment avec Laetitia Progin en Suisse. On travaille spécifiquement là-dessus. Deuxième type de tension, c'est que c'est toute une part de métier dont on ne prend pas conscience. C'est une évolution du métier de travailler sur autrui, avec autrui. Ça fatigue. Ça, c'est une part aussi importante à reconnaître. Tout ce métier de partenariat, de mise en accord, c'est du travail qui est peu reconnu. Le fait de peu le reconnaître crée lui-même des tensions, c'est prouvé. Ouais. Et la troisième, je veux dire, niveau de tension, c'est peut-être le fait que ces injonctions à participer, faire participer, à changer, mais il y a des rythmes qui sont différents. Donc, on demande aux directions et leurs équipes de se conformer, par exemple, à un programme, une procédure, un plan de pilotage, on le connaît, et en même temps d'innover. Ce n'est pas les mêmes rythmes. Bon, maintenant, on sait que le métier de gestionnaire, c'est un métier de gestion de tensions, de paradoxes, de dilemmes de tous les jours, mais elles s'accumulent, il y a des couches qui se superposent et une fatigue qui se fait ressentir dans les systèmes éducatifs. Au Québec spécifiquement, au Québec, il y a un grand turnover. Je ne pourrais pas dire turnover au Québec parce que c'est un mot anglais. Mais une rotation du personnel. Il y a de la fatigue. Il y a une enquête là récemment qui montre que près de 80% des directions sont en mal-être, soit fatigue, burn-out, médicaments, mauvais sommeil, etc. Et donc, il y a aussi une désertion. C'est difficile de rester en poste. Bien qu'au Québec, il y a une tradition que les directions changent tous les 5 ans d'école et de poste. Là, il y a vraiment une pénurie qui se fait sentir et aussi une fatigue pour lesquelles on est préoccupé. Oui. Qui sous-tend tout un ensemble d'enjeux aussi, bien sûr. Et toi, Jean, au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, est-ce qu'on est dans un contexte similaire au contexte québécois ? Oui, nos directions ne sont pas dans un meilleur état. On pourrait dire qu'on est aussi en pénurie. Il y a aussi un turnover assez important. Des directions choisissent de retourner parfois en classe. D'autres s'accrochent et, on va dire, essayent de faire au mieux. Mais voilà, la situation n'est quand même pas idéale. Et donc, je pourrais dire qu'un des défis chez nous en communauté française, comme aussi au Québec, c'est justement ce défi lié à la participation, à faire en sorte que la direction ne porte pas toute seule tout ce changement, toute cette réforme, toute cette innovation qui est là et qui se pointe dans les écoles. Et donc, nos directions ont parfois eu la chance de s'entourer d'autres personnes et de former un comité de pilotage. Et on a pu nous mesurer à travers des recherches qu'on a fait l'intérêt pour cette direction de pouvoir ainsi intégrer dans le leadership de l'école d'autres personnes, avoir un peu ce comité qui porte le travail et qui fait en sorte que ce travail se partage aussi évidemment aux autres enseignants de l'école. Tout à fait. Et donc on a à cette occasion-là essayé de comprendre quelles étaient
étaient les compétences nécessaires à ces acteurs qu'on dit, nous, intermédiaires, hein, de ces acteurs qui ne sont plus tout à fait des enseignants lambda comme on les envisageait avant, qui ne sont pas non plus encore à la direction d'école, mais qui sont dans une posture intermédiaire. Et on a pu mettre en évidence en rencontrant ces acteurs, qu'ils avaient une attente forte pour développer, on va dire, différentes compétences, notamment de pouvoir définir des priorités et de planifier une façon de les mettre en action. Ils se sentaient démunis à ce niveau-là. Notamment aussi de pouvoir mieux connaître les forces de l'école et les faiblesses de l'école. Donc d'avoir une vision un peu plus distanciés de leur école que ce qu'ils ne l'ont quand ils sont dans leur classe ou dans leur cours avec leurs enseignants. On a aussi pu prendre conscience que c'était difficile pour eux de connaître et de comprendre les besoins de leurs collègues. Donc de se dire, je ne suis plus seul à penser pour moi, je vais penser pour les autres. Et de pouvoir communiquer évidemment efficacement, ça c'est le b.a.-ba aussi du travail, et de prendre des initiatives telles qu'on attend de leur part. Et donc c'est un peu, donc, quand on regarde ces compétences-là, c'est un peu des compétences qui finalement on attend d'une direction. Et donc c'est un peu comme s'ils étaient entre le stade de je développe mes compétences pour devenir cadre intermédiaire, mais dans l'optique aussi peut-être, en tout cas un directeur devrait pouvoir aussi user de ses compétences. Et je peux répondre. Bien sûr, Caroline, bien sûr. Ce qui était intéressant dans votre recherche, qu'on voit par ailleurs, c'est que paradoxalement, ce qui fait part de la part de prendre de l'influence sur d'autres, ces enseignants qui prenaient des responsabilités ne prenaient pas conscience que ça allait être important comme compétence de leadership. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on constate par ailleurs. C'est ce travail d'influence sur autrui qui est une part du travail, mais les personnes le découvrent sur le tas. On l'avait vu avec des directions en 2019 sur un article à propos de la confiance, tout au début du pacte et des plans de pilotage. Mais les directions ont découvert qu'elles devaient rétablir une certaine confiance dans l'équipe parce que cette reddition des comptes, d'une certaine manière, venait la briser, qui était imposée. Et donc, c'est quand on est sur le fait qu'on se rend compte qu'il y a tout un travail à réaliser, mais qui est comme invisible. Et cette invisibilité, est-ce que ça ne questionne pas la formation justement des directions, une formation spécifique pour pouvoir développer toutes ces compétences de gestion d'établissement? On peut en parler, oui, bien sûr. Donc, au Québec, il y a une formation universitaire des directions obligatoires qui correspond à peu près à un bac, qui se fait en 5 ans, un cours par an, qui se donne 2 jours mur à mur, belle expression québécoise, donc de 8h30 à 4h, 2 jours en suivant par mois. Donc, ils ont leur cours. Donc, ce qui leur permet vraiment d'être dans l'établissement et de se former dans parallèlement. L'établissement et de le travailler aussi des éléments de partenariat avec les centres de services scolaires dans cette formation de base, mais ce qui leur permet d'avoir un bac. Et puis, bien sûr, ça c'est involontaire. Il y a la possibilité de réaliser une maîtrise. Il y a quand même assez bien de succès de ces maîtrises. Et on voit même un phénomène où les personnes viennent, comme on dit, en gang, notre mot anglais, mais qu'on aime bien au Québec, de viennent en groupe pour se former ensemble, plusieurs directions, et après pouvoir se soutenir. Et puis moi, je suis responsable de ce qu'on appelle un 3e cycle en gestion de l'éducation et formation, ce qui permet aux directions, responsables, conseillers pédagogiques, toutes les personnes qui prennent part aujourd'hui à ce pilotage sans avoir le titre. Voilà, ça c'est une chose qu'on a faite, c'est qu'on a ouvert à d'autres métiers. Vu les observations de ces tendances, mais qui viennent prendre un pas de recul. Ils appellent ça leur port d'attache. Ils sortent le nez du guidon, ils regardent de manière systémique. À partir de leur questionnement, ils travaillent les phénomènes dans leur établissement scolaire. Ça leur donne un titre de 3e cycle. Mais ça permet aussi que dans nos universités, il y ait des postes pour la recherche et la formation des directions au sens large, des postes, donc de la recherche, aussi des titres, une rémunération qui va avec, parce que on sait qu'ici en Belgique, parfois, un directeur, une directrice peut être moins bien payé qu'un enseignant qui aurait une maîtrise
ça crée des décalages qui ne sont pas faciles à gérer. Et en Belgique francophone, Jean, en Belgique francophone, les directions ont pu bénéficier d'une formation à partir de 2007 et c'était heureux. Avant ça, il n'y avait rien, enfin, pas beaucoup de possibilités. Cette formation a été revue en 2017 et donc elle donne, on va dire, un panel de formation de 180 heures, hein, réparties en interréseau et en réseau. Et au-delà de ça, évidemment, les directions profitent d'un accompagnement organisé par les réseaux, profitent aussi d'autres formations qu'elles peuvent suivre éventuellement suite aux offres de l'Institut de formation en cours de carrière. Hein. Et je connais aussi des directions qui profitent on va dire des organes, des instituts de formation autres, même qui travaillent pour le privé, pour se former. Et donc, mais cette formation paraît un peu décousue, paraît un peu à composer par chacun et chacune. Il n'y a pas une offre, on va dire, un peu similaire à ce qui se passe au Québec, une offre d'accompagnement et de formation tout au long de la carrière de la direction. Presque tout au long de la vie. Voilà, tout au long de la vie. Oui, bien sûr. Et des caractéristiques aussi, c'est que les universités interviennent peu dans la formation du directeur. Hein, quand moi je m'occupe de formation dans les modules interréseau ici pour l'INAS, et beaucoup de participants se disent c'est la première fois que j'ai contact avec l'université et peut-être la dernière dans leur carrière. Ça, je trouve ça un peu dommage qu'ils ne soient pas plus entourés par le savoir universitaire, par ceux qui se... C'est cette mixité peut-être à trouver. Hein. Donc, à Sherbrooke, par exemple, c'est l'université, bien sûr, mais les chargés de cours, donc les personnes qui donnent cours, notamment, il y a beaucoup d'anciens directeurs, directrices qui ont vraiment l'expérience du terrain. Qui ont l'expérience, et puis l'université, on se forme, il y a des réunions, des communautés de pratique, etc. On forme nos chargés de cours, et puis il y a aussi les partenariats. Donc les 2 premières années, par exemple, elles sont prises en charge par les commissions scolaires, avec les cadres, les grilles de l'université. Donc c'est encadré, on va dire, mais c'est les professionnels du centre de service scolaire qui octroient les cours. Ça nous donne de belles perspectives pour la Fédération théorie-pratique. Tout à fait, importante. De pouvoir allier vraiment cette formation réseau universitaire, plus en dialogue qu'en compétition. Tout à fait. Ce qui est aussi intéressant au Québec, c'est que toute la formation est capitalisée au fur et à mesure du temps. Tout ça, on va dire, construit une carrière. Chez nous, les réussites des modules sont valables pour être nommées en tant que direction, mais après ne sont pas capitalisables dans une formation tout au long de la carrière, tout à fait. Et donc les personnes se sentent évoluer dans leur carrière, et puis on a des responsables avec quand même des belles réflexions. Voir le doctorat professionnel, donc une partie encore qui vont réaliser un doctorat professionnel, ça veut dire pratique, hein. On crée, on modélise son action, une réforme, on la teste. D'où le qualificatif de professionnel, aussi, bien sûr, adossé au doctorat. Ça, c'est vraiment intéressant. Oui, tout à fait. Ça nous donne de belles perspectives pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, on abordera de manière directe ou plus indirecte tous ces éléments dans l'ouvrage qui sera publié prochainement aux éditions de Book sous la direction de Caroline Le Thor et de Laetitia Progin. Donc nous vous invitons à en prendre connaissance dès janvier 2025. Nous vous remercions et à bientôt. Merci pour un nouveau Café de l'INAS. Merci Caroline, merci Jean. Merci de l'invitation.